et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. En 2008, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest a été très active. Que nous réserve 2009? Alors, pour nous en parler, je reçois son directeur général, M. Richard Lacombe. M. Lacombe, bonsoir. Bonsoir, M. Lacombe. La Chambre de commerce a été très active en 2008. On vous a reçu à plusieurs occasions pour venir nous en parler. C'était toujours un tableau chargé. Ça s'est bien passé en 2008, comme à chaque année d'ailleurs, mais on va aller un peu plus là, cette année. En 2009, qu'est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie nous réserve pour 2009? Si on prenait, d'abord, il y a un plan de diversification économique de la MRC, la table de commerce et services. Je crois que c'est tout en marche déjà. Ouais. Est-ce qu'on pourrait élaborer un peu sur ça, M. Lacombe? Ouais, pour faire une entrée en la matière comme telle, là, c'est un plan de diversification qui a été produit par la MRC d'Abitibi-Ouest suite à la crise forestière depuis 2005. Donc, il y a eu des sommes d'argent que le gouvernement a débloquées pour les villes ou les régions mono-industrielles, ce qui était notre cas, vu qu'on était très forestier. Et il y a une table qui s'appelle commerce et services. Et la MRC a demandé à la Chambre de commerce de prendre charge de cette table-là, de former un comité avec les gens d'affaires de la région afin de travailler sur la revitalisation, le développement de ce plan-là, de rencontrer les objectifs. Il y en a 3 principaux, dont entre autres la revitalisation des centres-villes et centres-villages, parce qu'il n'y a pas juste, on est 21, hein, il n'y a pas seulement la SAR à ce niveau-là. Et puis, c'est là-dessus. Ça, ça va être le gros dossier en 2009. Ça, c'est le gros dossier en 2009. On parle, le plus grand centre commercial à ciel ouvert de l'Abitibi-Témiscamingue, on dit que ça pourrait naître à la SAR dans les prochaines années. C'est ça, là, qu'on parle en 2009. Expliquez-nous un peu, quand on parle de revitaliser les centres-villes et les centres-villages également. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Première chose, bon, il y a une distinction à faire, évidemment. C'est pas le même genre de travail qui se fait pour centre-ville que centre-village. Okay. Centre-village, bon, on parle de commerce de proximité, d'assurer un minimum. Puis le président de la Fédération des municipalités du Québec le mentionnait dernièrement de demander au gouvernement de mettre sur pied ou de développer des sommes d'argent pour que chaque petit village, comme tel, ait un lieu de rassemblement. Bien sûr, c'est un dépanneur, station-service, ce genre de choses-là. Dans plusieurs municipalités sur les 21, on n'a plus ce genre de commerce de proximité-là. Donc, c'est s'assurer qu'il y ait au moins un point de proximité, un point de service de proximité pour chacun des petits villages, des centres-villages. Quand on parle de centre-ville, on parle principalement de la SAR, mais aussi on pourrait mettre Macamic, Palmera, les Dupuis, qui a une certaine activité économique, Tachereau aussi. C'est de créer une expérience de magasinage qui fait en sorte que principalement nos gens vont demeurer ici pour magasiner. Ils sont plus portés à aller vers les grands centres. Donc, quand on parle de revitaliser, c'est d'améliorer l'éclairage sur la rue, la circulation sur ces rues-là, des arbres, la musique, l'ambiance, les vitrines. Qu'il y ait des règlements aussi, une réglementation pour faire en sorte qu'il n'y a pas un laisser-aller sur les artères principales commerciales, que les devantures de commerce soient propres, que soient dégagées, les entrées soient dégagées. L'accès aux handicapés, personnes handicapées aussi. Très important aussi. C'est très important. Qui va s'occuper de ça? Si on prend, mettons, on y va, mettons, avec les villes, avec la SAR, Macamic, on va parler de Palmarol également. Là, je ne vais pas en oublier, là, disons qu'on va prendre juste ces 3-là. Qui va s'occuper de voir au développement de ce centre-ville-là? Est-ce que une supposition à la SAR, il y aura une personne ou des personnes de nommer pour ça? Est-ce que c'est la même chose du côté de Macamic? Comment on va procéder pour être certain que ça va avoir une suite viable? Concrète comme telle. Oui, concrète. Au niveau de la SAR, on est chanceux, on est très heureux, parce que la ville de la SAR c'est déjà manifesté. Bon, ils ont un comité, DEL, Développement économique de la SAR, qui existe. C'est Isabelle Damour qui travaille sur ce comité-là. Donc, la ville de la SAR a déjà montré de l'intérêt à réaliser cette action-là de revitalisation du centre-ville. Ça leur appartient de toute façon, hein. Faut pas se leurrer, là. Nous, la Chambre de commerce, on représente les entreprises, les commerces d'Abitibi-Ouest.
Mais ce sont chacune des municipalités qui ont à décider, oui. bon, est-ce qu'on embarque, est-ce qu'on embarque pas. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte de mousser, d'aller chercher des fonds, si possible, parce qu'il y a quand même certains argents disponibles. Donc, d'aller chercher ces argents-là, d'appuyer ce comité-là, exemple d'elle, de l'appuyer, de travailler avec. Mais ça appartient aux municipalités, que ce soit La Sarre, Palmarol, Dupuis, Tachereau, Macamic. Ça leur appartient à eux de décider s'ils embarquent dans l'action ou pas. Donc, la première action qu'il faut vraiment faire sur le commerce, c'est de s'assurer que le politique embarque. Okay. Donc, c'est vraiment au niveau de chacune des municipalités à y voir. Puis aussi, un des points forts de ce projet-là, c'est que on reste chez nous pour de l'achat. Achat local. C'est ça qui est aussi excessivement important. Il y a eu une campagne de fête avant les fêtes d'achat local. On va en revenir tantôt à savoir comment ça s'est passé, mais c'est excessivement important parce que si on va dans une ville avoisinante, on va aller magasiner là, on va faire le tour de tout ce que c'est qu'il y a dans cette ville-là, puis on va acheter des choses que souvent on a chez nous. Tout à fait. Donc, c'est le but premier, c'est certain, mais c'est aussi de trouver pour le tourisme. Le touriste, quand le touriste arrive dans une municipalité, dans une ville, bon, on prend encore l'exemple de La Sarre, bon, il y a des artères principales, hein. C'est-à-dire, le touriste ne se promène pas nécessairement dans les rangs, ne se promène pas. De toute façon, même s'il va dans les rangs, il ne s'attend pas à avoir des commerces dans les rangs. Mais quand, bon, les rues qui va aller sur la deuxième, sur la principale, sur la cinquième, ce genre de trajet-là, qui est emprunté par le touriste, il faut voir à leur offrir un environnement qui est agréable aussi pour eux autres, là, comme tel, qu'il n'y ait pas de commerce fermé avec des vitrines qui laissent à désirer. Ça, c'est désolant. Oui, c'est désolant quand on arrive dans une ville et puis on rentre. Donc, c'est important aussi dans ce projet-là de voir ce que les artères principales montrent aux touristes, offrent aux touristes un bel environnement. Comme tel. C'est pas nécessairement d'avoir plus de commerce. Oui, il pourrait en avoir plus parce que le mix commercial, il va y avoir une étude qui va être réalisée sur le mix commercial. Ça, c'est sûr. Mais c'est de leur offrir quelque chose d'intéressant pour les yeux, de leur donner le goût de revenir. Ça fait que ça va bien au-delà de l'achat local. C'est aussi au niveau touristique. Au niveau de la population qui y vit, que quand le soir, quand on va se promener sur une rue, quand on prend une marche après le souper, c'est agréable de se promener sur des rues, sur des artères qui sont agréables pour les yeux, pour l'odeur aussi, l'éclairage, les arbres, ces choses-là. Donc, c'est de créer une expérience ce qui va bien au-delà du magasinage local. Pour l'œil aussi, c'est exactement. C'est important parce que quand on parlait tout à l'heure que c'est démoralisant, c'est vrai que lorsque l'on rentre dans un centre d'achat, puis en rentrant, on voit 2, 3 boutiques. Les boutiques ne sont plus là, ce sont des portes fermées avec l'écriteau alloué. Ça regarde pas bien quand on Il y a moyen sûrement d'utiliser ces locaux-là pendant qu'ils ne sont pas loués, les utiliser à d'autres fins, en attendant qu'ils soient loués, pour justement pour éviter que l'œil rencontre ce genre de comme dans la période des fêtes, on se sert de ces locaux-là pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, entre autres, exemple. Entre autres, exactement. Tout à fait. Puis on a aussi commercialisation des produits et services. Ça, c'est encore un autre facteur qui est excessivement important. Oui, puis c'est toujours difficile, c'est en continu, on revient toujours avec ça. Il y a deux éléments. Il y a nos produits locaux, nos produits, ce qu'on appelle régionaux. Et je parle pas juste de produits qui se consomment, qu'on passe au pain, à la côte, à la frisonnée. C'est les créations ornementales, ce sont des produits régionaux. Et on en a beaucoup. On en a beaucoup, on en a plusieurs. On a beaucoup de petits artisans, hein, mais qui ont de la difficulté à se faire connaître. Bon, question financière, ils n'ont pas nécessairement les ressources à se faire connaître. Les points de vente, c'est pas facilement accessible. On a de plus en plus de grandes surfaces, de grandes chaînes. Donc, c'est des politiques nationales auxquelles il faut faire. Pour exemple, rentrer nos produits chez Sobeys ou chez Maxi, il y a des politiques nationales maintenant. Donc, faut pouvoir se cadrer, pouvoir aussi assurer assez de production pour pouvoir rentrer dans ces chaînes-là. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut travailler très fort. Et leur donner la visibilité, soit par un site Internet où on pourrait regrouper l'ensemble de nos artisans. C'est ce genre de travail là qu'on prévoit faire. Il y a une chose, M. Legard, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Quand vous dites les artisans, c'est vrai que c'est que la plupart de ces personnes-là n'ont pas les moyens financiers pour aller ouvrir une petite boutique au centre d'achat, disons. Tout à fait. Si on leur aidait, parce que quand on regarde le salon des créations, on en a là des personnes qui font des choses vraiment extraordinaires, mais après le salon des créations,
on ne les voit plus. C'est fini. On ne les voit plus. On les revoit l'année suivante au salon des créations. Donc, ces personnes-là, en général, ont juste la fin de semaine du salon des créations pour vendre leurs produits. Après ça, là, s'ils pouvaient avoir un local pour être ouvert à l'année, ce serait franchement idéal. Ça leur prend une vitrine. Et puis, une vitrine, il ne faut jamais oublier, c'est l'Internet. Aujourd'hui, on le sait, là, de plus en plus, les chiffres augmentent drastiquement à chaque année. Les gens magasinent, pas nécessairement qu'ils achètent, mais bon, vont voir ce qu'il y a comme produit disponible et à quel endroit sont ces produits-là. Donc, de leur offrir une vitrine Internet aujourd'hui, en 2009, c'est une réalité, c'est un incontournable. C'est quelque chose qu'il faut absolument développer en 2009. Que le petit, je parle à Pierre Drapeau qui réalise de l'île Nipawar, que lui aussi, il a à se mettre en valeur, puis c'est pas évident pour lui. Michel Drapeau qui fabrique différents plats à des centres de table en bois d'ébène ou en bois de la région, comme tel. Ce sont toutes des personnes que l'on voit au Salon des créations. Et puis qu'on voit plus dans l'année. Après ça, on les voit malheureusement. Alors, c'est ça qu'il faudrait essayer de leur donner une vitrine, comme vous dites. Une vitrine, un bon coup de pouce en 2009. Donc ça, c'est des projets. Ça fait partie du plan de diversification économique. Utilisation des nouvelles technologies, ben c'est ça, on en a c'est ce qu'on vient de parler. Puis on parle pas seulement de produits qui sont manufacturés en Abitibi-Témiscamingue ou en Abitibi-Ouest comme tel. On a des commerces qui offrent des produits qui sont difficilement accessibles en Abitibi-Témiscamingue. Je pense à la Belle Époque, à l'entrepôt des Chaînes, où ils essaient de se démarquer, ils vont dans des salons à Calgary, à Toronto, pour amener des produits et être pratiquement Oli, boutique Oli, pour être quasiment les distributeurs exclusifs en Abitibi-Témiscamingue. Mais encore là, ils n'ont pas de vitrine. C'est ça, exactement. Donc, d'amener ce genre de commerce-là, qui a une offre spéciale, un produit, un créneau bien spécifique, et de les amener sur Internet en les hébergeant. On a un projet avec la SADC qu'on va développer au cours des prochains mois, qui est d'héberger 15 à 20 commerces différents. Parce que, bien sûr, les entreprises ont des sites Internet, mais les commerces n'en ont pas. Donc, de les héberger pendant une certaine période pour leur permettre de développer leurs affaires. C'était ma prochaine question, M. Lacombe. Comment on peut aider ces personnes-là? Moi, je parle surtout de support financier. Est-ce qu'il y a moyen d'aider? Je reviens toujours au Salon des créations qu'on en voit énormément. Est-ce qu'il y a moyen d'aider au point de vue financier ces personnes-là? En première chose, il y a des choses qui sont faisables, tout dépendant de nos ressources. Mais entre autres, d'héberger une vingtaine de commerces, c'est facilement réalisable, là. Et pour les commerçants, si vous demandiez à ces commerçants-là, est-ce que vous aimeriez avoir un site Internet, ils vont tous vous répondre oui. Ils vont tous vous répondre qu'ils n'ont pas les moyens. Ils vont tous répondre qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils connaissent pas ça. Exactement. Donc, si on les héberge et que la démonstration est faite au bout d'un an, qu'il y a eu une augmentation de vente, à cause justement de ça va être à ce moment-là, ça va devenir un investissement pour eux d'arriver au bout d'un an et dire, écoute, ça a généré 15, 20, 35 000 $ de ventes additionnelles. Donc oui, je prends 2, 3 000 $ et je crée mon propre site Internet. Donc les faits vont être là, ils pourront plus nier comme tel, là, parce que bien souvent, ça prend un exemple concret, de dire, ah oui, mais qu'est-ce que je vais vraiment vendre sur Internet? Ben aujourd'hui, la réponse, c'est oui. C'est oui, c'est sûr. La grandeur, on est tous là-dessus. Jusqu'à quelle grandeur ça peut aller, ces ventes additionnelles-là, on peut pas mettre de chiffres là-dessus. Mais on sait que ça peut strictement être positif. Pour certains, ça va être minime. Pour d'autres, ça va être plus important. Ça va être plus important. Mais il faut le faire pour le savoir de toute façon. Je venais en venir, M. Lacombe, il y a une campagne très forte, fin novembre, début décembre, qui a duré 1 mois et plus, pour le fameux achat local. On a vu qu'il y avait des panneaux installés un peu partout, puis la Chambre de commerce, la SADC, je pense, tout le monde a mis l'épaule à la roue, CLD, exactement aussi. Est-ce que ce fut positif? Ben, non, pas, mais là, pour l'instant, on l'a pas encore, on n'a pas pu le mesurer. Ça va être fait au printemps par un sondage auprès de 200 résidents là, de la région comme tel. Les mêmes 200 qu'on a sondés en 2006, en 2007, vont être sondés en 2009 pour voir s'il y a eu amélioration de leur perception de l'achat local comme tel. Mais les premiers indices qu'on a des commerces qui ont embarqué dans cette campagne-là, ça a été excellent. Ils ont eu une bonne période des fêtes, soit dit en passant. Certains m'ont même dit qu'ils avaient eu des ventes au-delà de leur espérance comme tel. On a été excessivement visible. Je rappelle qu'on a eu au-delà de 1300 spots publicitaires de 30 secondes, tant radio, télévision. Là, on a les panneaux. Il y a une dizaine de panneaux à différents endroits, dont l'entrée de la MRC du parquet Tachereau. Bon, il y a la Sarre qui en a, il y a Palmarolle aussi, Macamic qui en a.
comme tel. On s'est fait dire qu'on n'avait jamais, la région n'avait jamais été aussi présente sur la grandeur du territoire d'Abitibi-Témiscamingue. Ça a même donné l'idée et le goût à la région d'Amos d'avoir sa propre campagne qui tourne actuellement, avec le maire Chérubin, entre autres. Donc, c'est très positif. Donc, on a aucune pour tout de suite critique. savoir de chiffres, mais on peut dire que oui, ça a été positif. Et quand vous aurez les chiffres, on pourra en parler. Et même qu'il y a déjà des commerçants qui nous poussent un petit peu. Ils aimeraient refaire déjà une campagne au printemps. Ce qui est plus difficile parce qu'on a des engagements pour un an quand même au niveau des panneaux, entre autres. Exactement. Mais il y a certains commerçants qui veulent déjà s'assurer d'avoir une place dans la prochaine campagne. Donc, si on parlait, monsieur, parce qu'il reste très peu de temps, des prochaines activités de la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, bon, on a plusieurs dîners conférences, repas conférences qui sont cédulés pour passer la liste rapidement. Le 3 février, on va recevoir les gens de la Régie des rentes du Québec. Qui va nous donner de régime de retraite pour les employés de PME. Mais souvent, les régimes de retraite, les PME se disent, moi, j'embarque pas là-dedans, c'est du 1 pour 1, ça va me coûter cher. Mais le gouvernement a mis sur pied certains régimes qui font que les employeurs ne sont pas obligés de contribuer. Donc, ça va être accessible. Le 3 février, il va y avoir une tournée là-dessus. Le 10 février, on reçoit... le nom n'est pas encore décidé, mais c'est un haut dirigeant d'Auto-Québec qui va venir nous parler du rôle d'Auto-Québec dans le développement aussi des régions. On sait qu'ils ont des sous disponibles, soit en passant. Le 3 mars, Normand Béchard de la SEBJ va venir nous parler des retombées économiques des Eastmain 1A pour l'Abitibi-Témiscamingue. C'est au-delà de 150 millions de dollars de retombées économiques. Le 4 mars, on reçoit MISA. MISA, c'est Mines Innovation Solutions. C'est un regroupement les regroupements de l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue qui travaille pour le développement de cette industrie-là en région. Et on va avoir la semaine des affaires. On vient de céduler la date du 20 au 24 avril prochain en Abitibi-Ouest, dont la foire d'emploi le 22 avril au Centre Saint-André. C'est donc dire que 2008 a été très actif pour la Chambre de commerce, mais 2009 s'en vient aussi comme étant une année avec beaucoup de choses à la Chambre Encore de plus commerce. actif, ça bouge beaucoup, l'économie bouge beaucoup, ça va relativement bien en région, donc on garde le cap positif. Monsieur Lacombe, merci infiniment. Puis on vous souhaite toutes les chances possibles avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Merci à vous, M. Lacasse. Merci bien. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Paraît-il qu'il y a 2 fois plus de jeunes placés en famille d'accueil en Abitibi-Ouest. Pourquoi? Alors, pour répondre à nos questions, je reçois le chef de service du bureau La Sarrois du Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Donald Vallière. M. Vallière, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Vallière, ça fait un peu sursauter quand on regarde cette manchette-là, qu'on se dit chez nous, en Abitibi-Ouest, mais c'est presque le double des autres secteurs régionaux en famille d'accueil. En gros, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, en fait, le phénomène qui se passe, c'est au cours des 5-6 dernières années, notre taux de placement, notre nombre de placements a augmenté graduellement à chaque année. Et on est passé d'à peu près 14-15 placements au début des années 2000 et ça a progressé assez rapidement pour atteindre un niveau de 41 placements pour l'année 2008. Donc, oui, on a doublé, sauf qu'on a triplé lors des 7-8 dernières années. Ce phénomène-là, c'est dû à quoi? Bon, chez nous, là, ici, en Abitibi-Ouest? En Abitibi-Ouest, c'est sûr qu'au niveau des causes probables de l'augmentation de placement, on parle ici d'hypothèses, parce qu'on est dans le domaine social, on n'est pas dans le domaine mathématique. Je vous dirais que les causes principales, ce qu'on observe dans les dernières années, c'est entre autres, on a beaucoup de jeunes parents qui deviennent parents très tôt et avec des problématiques graves. Entre autres, ce qui nous démarque dans les derniers temps, c'est au niveau des limites intellectuelles chez les jeunes mères. On a beaucoup de placements de jeunes mères qui sont aussi suivis par Claire Foyer ou que Claire Foyer doit offrir des services et qui n'ont pas les compétences pour s'occuper d'un jeune bébé. Donc, on doit souvent faire appel à un placement. C'est un phénomène que nous avons chez nous en Abitibi-Ouest. Mais c'est un gros phénomène, là, parce que là, on touche là, à des... Quand on parle de jeunes mères de famille, on parle de quel âge on peut aller là? On parle de quel âge environ là? Les jeunes mères, généralement, sont aux alentours de la vingtaine. Aux alentours de la vingtaine. 22, 23 ans, oui. Ça peut aller un petit peu plus vieux, là.
Et ces jeunes mères-là ont plusieurs enfants souvent, à répétition. Leur enfant est placé, ils ont un autre enfant. Le deuxième enfant est placé, ils en ont un troisième. C'est un phénomène intergénérationnel aussi. Ben, je comprends. Ouais. Combien de jeunes sont en famille d'accueil là, chez nous en Abitibi-Ouest? Présentement, au moment où on se parle, il y en a 37. Il y en a 37. 37. Est-ce que c'est un chiffre... Est-ce que c'est le plus haut chiffre que vous avez eu à venir à date? Depuis que je suis en poste, depuis 2001, oui. Comme je vous dis, on est passé de 14, on est rendu à 37. On a atteint, on dépasse régulièrement la quarantaine. Là. On a monté jusqu'à 45, on diminue. Ça varie, mais ça se tient autour de 40. Ça se tient autour de 40. Ouais. L'âge de ces personnes-là là, qui sont en famille d'accueil, c'est quoi? La majorité, pour l'instant, c'est les 15-17 ans. C'est les adolescents en difficulté de comportement. Ah oui. Ce qui nous démarque principalement. Les 5-11 ans aussi, on retrouve une bonne partie. 5-11 ans. Oui. 5-11 ans, je vous dirais que c'est le nouveau phénomène social qu'on voit au Québec et particulièrement ici aussi. Quand on parle de troubles de comportement ou d'enfants difficiles, autant en milieu scolaire qu'à la maison, on parle plus d'adolescents de 15, 16, 17 ans. On parle de 6, 7 ans. Les plus gros dossiers qu'on a traités avec l'équipe d'intervention jeunesse inter-établissement, c'est des enfants de 6, 7 ans, 8 ans, que le milieu scolaire ne sait plus quoi faire. Complètement dépassé. Ils expulsent l'enfant parce qu'ils n'ont plus d'autres moyens. Parce que là, ils ne savent plus quoi faire. 7, 8 ans, oui. C'est un nouveau phénomène aussi, ça. On parle, depuis un an, vous en avez parlé un petit peu, que j'aimerais ça revenir sur ça. Depuis un an, on parle d'une hausse d'environ 50%? Dans la dernière année, non, c'est pas 50%. C'est plus bas que ça un petit peu. On parle de 60% dans les 4 dernières années. Dans les 4 dernières années? Dans les 4 dernières années. C'est quand même beaucoup. On dit qu'on place plus de bébés et d'enfants en bas âge. On en a parlé, mais on place aussi beaucoup de bébés? Oui, les bébés, sont pratiquement tous en lien avec les limites intellectuelles. Les bébés qu'on a placés, là, on place des bébés, souvent c'est assez difficile pour les intervenantes de faire ça, là, mais on place des bébés à l'hôpital dès la naissance, quelquefois, parce qu'ils sont déjà en danger. Là. Ah oui? Oui. Fait que ça veut dire qu'à la naissance, on les prend et on les place. Oui. La mère n'a pas les capacités. D'ailleurs, les milieux hospitaliers sont souvent en situation de panique parce que l'enfant est en danger. Un autre phénomène que je voudrais vous rapporter par rapport à ça en lien, puis c'est autant un problème qu'une solution, c'est l'implication des familles autour de ces mamans-là. Il y a vraiment une dégradation. Les familles, il n'y a pas beaucoup de gens autour de ces familles-là parce que s'il y aurait des tantes, des oncles, des grands-mères qu'on voyait plus avant qui s'occupaient de ces Maintenant, ces personnes-là sont seules. Ils sont seules, c'est ce que je voulais dire. Il y a vraiment un isolement. Les gens sont... Ça fait autant partie des solutions. Hein. Avec la nouvelle loi de la protection de la jeunesse, il y a vraiment un appel de fait aux familles élargies. Dites-moi une chose, M. Vallière. Qu'est-ce que ça prend pour être une famille d'accueil? Pour être une famille d'accueil, bon, ça prend la base, ça veut dire être un bon parent. En soi, il faut avoir les capacités d'encadrement, d'affection, répondre à tous les besoins de base. Ça, c'est la base. Ce qui est particulier aux familles d'accueil, il faut avoir ce que moi j'appelle une générosité, un don. Parce que souvent, les familles d'accueil vont donner beaucoup aux enfants, puis les enfants font des rechutes. Hein, ils ont des milieux difficiles. C'est des enfants qui ont un passé difficile. Et les familles d'accueil doivent avoir cette capacité-là de recommencer, de continuer à y croire. Ça, c'est un élément très important dans la réussite pour une famille d'accueil. Peut-être qu'au moment où l'on passe cette émission-là, on nous regarde, puis il y a peut-être des personnes qui voudraient devenir famille d'accueil. Quel est le premier pas à faire pour ces familles-là? Moi, je vous dirais que s'il y a un intérêt, puis les études le prouvent, les recherches le prouvent, les gens, souvent, ils ont un intérêt, puis ils font pas la démarche. Il manque juste le petit déclic qui fait que... Donc, la première démarche à faire, c'est d'appeler au bureau de centre jeunesse au 333-5401 et demander à parler à Sylvie Desrochers, qui est l'intervenante qui s'occupe des familles d'accueil et qui va vous répondre à toutes vos questions. On dit que chez les adolescents de 13 à 18 ans, il y a plus de filles que de garçons? Si on parle de placement. Oui, on parle de placement. Oui. On a eu un phénomène qui s'est un petit peu apaisé dans les dernières années. On a eu comme l'explosion des troubles de comportement chez les jeunes filles.
Et d'ailleurs, les centres d'accueil ont été débordés pendant un bon bout de temps là, au niveau des... Et c'était un nouveau phénomène vraiment moins connu. Toutes les approches étaient basées sur la relation d'aide en comportement avec les garçons. Okay. Et avec les filles, c'était beaucoup plus difficile. Là. Il a fallu vraiment un ajustement. Je pensais pas que dans notre coin ici, nous autres, qu'on était si... on était un petit peu de la marque de commerce de ces familles d'accueil-là, comme on pourrait dire, parce que je ne pensais pas qu'ici, on était... Si on compare au prorata, peut-être, avec des grands centres, ça veut dire que nous autres, on est en tête de liste ou presque, là. Si on fait le prorata à ce moment-là, parce qu'on en place énormément ici. Au niveau régional, au niveau de notre MRC, Abitibi-Ouest, oui. Ça a été longtemps un facteur de fierté, parce qu'on était pendant plusieurs années en bas, très en bas de la... Sauf que là, on a rejoint les autres. Le phénomène on a perdu que vous avez parlé de tantôt, qui fait qu'on en place aujourd'hui beaucoup plus, et ils sont de plus en plus jeunes aussi. Aussi. C'est ça qui fait ça. Aussi. Dans les placements, quels seraient là où les solutions possibles, là? Ce serait quoi? La nouvelle LPJ amène une partie des solutions possibles, dans le sens que maintenant, depuis l'an passé, on a des délais maximum de placement qui varient entre 6 mois et 2 ans. Okay. Donc, on ne peut plus maintenir un enfant à long terme placé. Il faut vraiment développer un projet de vie. La loi nous l'impose, un projet de vie pour un enfant. Donc, on doit aller vers quelque chose de plus stable. L'autre dont on est très fiers en Abitibi-Ouest particulièrement, c'est vraiment le travail tous les établissements. L'essence de la nouvelle loi, c'est que tout le monde doit se regrouper autour de ces familles-là. On parlait de l'isolement tantôt. Oui, exactement. La nouvelle loi, ce qu'elle dit, c'est que tout le monde doit s'impliquer. Non seulement les familles, mais les milieux scolaires, les organismes communautaires, les MRC, la Sûreté du Québec. Tout le monde doit aider ces familles-là à se regrouper autour d'eux, au lieu de se reculer, de les regarder. Exactement. Puis Fait que c'est pour ça que l'on en place beaucoup, et des enfants en bas âge, justement pour ça, parce que l'enfant est seul. Oui, l'enfant et la mère. Et la mère. L'enfant et la mère sont seuls. Oui. Donc, on n'a pas autour... Personne gravite autour de ces deux personnes-là pour leur donner un soutien et pour leur aider. C'est ce qui arrive, en fin de compte. L'image est assez pathétique. L'intervenante qui est à l'hôpital puis qui prend l'enfant, c'est parce que la mère est seule. Il n'y a personne. Exactement. C'est sûr. Fait qu'autrement dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis, des familles d'accueil, bien, ça en prendrait plus. Présentement, on en a 15. Oui. Est-ce que c'est assez? Bien non. Non. Je vous dirais que ça en prendrait au moins 5-6 autres facilement. On a environ une marge de manœuvre de 4 à 5 places présentement en famille d'accueil. Mais mon Dieu, c'est quand même... c'est pas... C'est marge de manœuvre. Et on a 2 places pour les adolescents, 4 places pour les plus jeunes. Alors, M. Vallière, merci infiniment. Ça nous éclaire beaucoup sur qu'est-ce qu'une famille d'accueil et le pourquoi, surtout que chez nous, en Abitibi-Ouest, le taux est quand même plus élevé que dans les autres secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, continuez votre excellent travail, puis je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.